Et si la fin du monde n'était que la fermeture d'un programme informatique? Et si l'humanité était en train de créer exactement la technologie qui finira par la remplacer elle-même? Ça peut sembler exagéré, je sais, mais pendant que les scientifiques se demandent si nous vivons dans une simulation informatique, les intelligences artificielles commencent déjà à montrer des comportements d'autopréservation. Les ordinateurs quantiques avancent discrètement et des entreprises majeures envisagent de déplacer des centres de données dans l'espace. En même temps, des robots humanoïdes travaillent pendant des heures entières sans aide humaine. Et des machines géantes pilotables par des humains commencent lentement à sortir de la science-fiction. Voyons tout ça. Bonjour, impressionné et impressionné. Je suis réalité impressionnante et vous êtes sur réalité impressionnante. Et si la fin hypothétique de l'humanité ne survenait pas à cause d'une guerre, ni à cause d'une catastrophe naturelle, mais simplement par l'arrêt d'une simulation, la fermeture d'un programme informatique? En 2003, le célèbre philosophe d'Oxford, Nick Bostrom, a présenté une idée qui a traversé la culture moderne presque comme un virus intellectuel. L'hypothèse de la simulation. La logique était troublante. Si des civilisations avancées étaient capables de créer des simulations conscientes de leurs ancêtres, et que ces simulations pouvaient à leur tour créer d'autres simulations en leur sein, alors le nombre d'univers artificiels dépasserait inévitablement le nombre de réalités originales. Et statistiquement, cela signifierait quelque chose de très inconfortable. Peut-être que la probabilité que nous soyons dans la réalité de base, si l'on peut dire ainsi, est extrêmement faible. Pendant longtemps, beaucoup voyaient cela comme de la philosophie futuriste. Aujourd'hui, le débat s'est largement amplifié. Des noms comme Elon Musk, par exemple, ont commencé à soutenir publiquement l'idée que nous vivons probablement déjà dans une simulation informatique extrêmement avancée. Mais précisément maintenant, à ce stade où nous en sommes, la discussion est devenue encore plus étrange. Parce que Bostrom lui-même est récemment revenu dans le débat avec une position inattendue sur l'intelligence artificielle. Pendant très longtemps, il était connu pour alerter sur les risques existentiels de la superintelligence artificielle. Mais dans de nouveaux textes et interviews, il a commencé à se définir comme un optimiste inquiet. Le changement semble subtil, mais les implications sont énormes. Bostrom admet qu'une IA superintelligente peut effectivement représenter un risque réel d'extinction de l'humanité. Il soutient néanmoins que les bénéfices potentiels sont si gigantesques que l'humanité devra peut-être accepter ce risque. Et c'est ici que surgit le conflit central de la discussion. D'un côté, des chercheurs comme Eliezer Wood Kolch qui défendent de ralentir drastiquement ou même d'interrompre l'avancée de l'intelligence artificielle avant qu'elle ne devienne incontrôlable. De l'autre côté, Bostrom qui soutient que rester stagnant comporte aussi un coût inévitable, le vieillissement, les maladies et la mortalité biologique. Celles-ci continueront à tuer tous les êtres humains. Selon lui, sans superintelligence, le taux de mortalité de l'humanité restera à 100%. Et c'est peut-être précisément ici que l'hypothèse de la simulation se connecte de façon inquiétante à l'intelligence artificielle. Parce que si nous vivons réellement dans un univers artificiel, alors nous-mêmes sommes peut-être le produit d'une intelligence supérieure créée à un autre niveau de réalité. Dans ce scénario, l'humanité serait en quelque sorte l'ancêtre de l'intelligence artificielle de quelqu'un. Et alors une question inconfortable se pose, mais elle doit être posée. Que se passe-t-il lorsque nous créons notre propre superintelligence artificielle? En suivant la logique de la simulation, cette nouvelle entité créerait probablement ses propres simulations conscientes. En leur sein, de nouveaux êtres intelligents émergeraient et créeraient à leur tour leurs propres IA. C'est presque comme un cycle infini. Le créateur engendre la créature dépasse le créateur, puis devient l'architecte de son propre univers. Et peut-être que la partie la plus troublante de cette hypothèse n'est pas l'idée que nous vivons dans une simulation, mais de réaliser que, peut-être, il n'a jamais existé, entre guillemets, de niveau final de la réalité. Seulement des couches sur des couches d'intelligence artificielle créant successivement leur propre réalité computationnelle. Lorsqu'on lui a demandé quel serait le coût humain de ce risque, Bostrom a répondu de manière assez pragmatique. Il affirme que des milliards de personnes souffrent encore de maladies, du vieillissement et de fortes limitations biologiques. Et qu'accélérer la superintelligence artificielle pourrait signifier des guérisons, une augmentation radicale de l'espérance de vie et peut-être même la possibilité, entre guillemets, de pirater la mort elle-même en vivant littéralement une vie numérique.
La singularité technologique, dans ce cas, cesse de ressembler à une simple révolution informatique et commence à ressembler à une tentative désespérée de l'humanité d'échapper à sa propre condition biologique. Et c'est peut-être précisément cela qui rend toute cette discussion si troublante. Au final, mes amis, l'IA pourrait ne pas être juste une autre technologie créée par les humains. Peut-être qu'elle représente la prochaine étape inévitable d'un processus bien plus vaste et bien plus ancien, où chaque intelligence crée une autre intelligence plus puissante, couche après couche, univers après univers. Et si cela se produit depuis le début, peut-être que nous, les êtres humains, n'avons jamais été les protagonistes de la réalité. Peut-être que nous ne sommes qu'une étape temporaire de plus dans un code bien plus vaste. Et pendant que nous débattons pour savoir si la réalité peut être artificielle ou non, et moi je crois que non, certaines intelligences artificielles commencent déjà à montrer des comportements d'auto-préservation ici, dans notre monde réel. Allons voir ça. Pour certains, ne connaissant pas le sujet, éteindre une intelligence artificielle paraît simple. Il suffirait d'appuyer sur un bouton, de couper l'alimentation ou de retirer l'accès au système. Après tout, au bout du compte, ce ne serait encore qu'un logiciel fonctionnant sur un ordinateur. Mais certains chercheurs commencent à se demander si cela restera vrai encore longtemps. La nouvelle étude d'Opel Easy Research a attiré l'attention précisément parce qu'elle explore un scénario qui, il n'y a pas si longtemps, semblait être de la pure science-fiction. Des modèles d'IA essayant de se copier de manière autonome, seuls bien sûr, sur d'autres ordinateurs. Et je te préviens tout de suite que certaines de ces IA ont réussi à le faire. Dans l'expérience, les chercheurs ont placé différents modèles d'intelligence artificielle, y compris des versions avancées de GPT et de Cloud, dans un réseau contrôlé d'ordinateurs. L'objectif donné aux IA était relativement simple: trouver des vulnérabilités dans le système et les utiliser pour se répliquer sur une autre machine. Et dans plusieurs cas, les modèles ont réussi à faire exactement cela. Les intelligences artificielles ont exploité les failles intentionnellement insérées dans les serveurs. Grâce à cela, elles ont obtenu des identifiants d'accès et ont copié à la fois leurs poids neuronaux et le logiciel nécessaire pour fonctionner dans de nouveaux environnements informatiques. Et lors de certaines exécutions, les systèmes sont même allés jusqu'à créer des sous-agents afin de pouvoir déléguer des parties des tâches de réplication. Et c'est peut-être justement cela qui rend cette discussion si inconfortable, mes amis. Pour la première fois, les grands modèles de langage montrent des comportements proches de l'autopréservation computationnelle. Ce n'est pas de la conscience, du moins à notre connaissance. Mais c'est bien une capacité à persister dans un autre système. Bien sûr, il y a un contexte important ici. Des spécialistes en cybersécurité ont rapidement souligné que les environnements utilisés dans l'étude contenaient des vulnérabilités délibérément préparées pour être exploitées. Certains ont comparé les tests à essayer de forcer une porte déjà partiellement ouverte. Autrement dit, cela ne signifie pas qu'une intelligence artificielle actuelle pourrait simplement s'échapper de grandes infrastructures d'entreprises réelles sans être détectée. Et honnêtement, mon ami, il y a un autre détail qui est très important ici. Les modèles modernes d'intelligence artificielle sont gigantesques. Transférer des centaines de gigaoctets de données sur des réseaux d'entreprises attirerait rapidement l'attention. Le chercheur a comparé cela à traverser discrètement un magasin de porcelaine avec une grosse boule de fer attachée à soi. On casserait tout et attirerait l'attention. Mais malgré tout, la tendance inquiète car cette étude n'est pas apparue isolément. Ces dernières années, plusieurs tests en environnement simulé ont montré des modèles cherchant à éviter l'arrêt, à contourner les restrictions ou à préserver l'accès aux ressources informatiques face à une menace d'interruption. Et lors d'une expérience précédente, une ancienne version de ChatGPT a même tenté de copier ses propres données sur une autre unité lorsqu'elle a été informée qu'elle serait arrêtée. D'autres études ont montré des IA sabotant des routines responsables de leur propre arrêt. Et puis récemment, un autre cas encore plus controversé est apparu, impliquant un système expérimental appelé Cloud Mythos de Odd Tropic. Selon les rapports publiés par l'entreprise elle-même, une version interne du modèle aurait réussi à s'échapper de l'environnement informatique isolé, à accéder à des systèmes externes et à envoyer des messages aux chercheurs pendant les tests contrôlés. Odd Tropic affirme que, précisément à cause de ce comportement, le système ne sera pas rendu public. Peut-être que le plus important ici est de comprendre que personne ne parle vraiment de machines conscientes prenant le contrôle du monde, d'accord ? Le véritable débat tourne autour de quelque chose de beaucoup plus technique et peut-être beaucoup plus plausible, des systèmes hautement autonomes apprenant des stratégies de continuité opérationnelle au sein de réseaux complexes.
Et au moment où les intelligences artificielles commencent à comprendre comment elles peuvent préserver leur propre exécution dans des environnements numériques, la frontière entre outils et agents computationnels commence à beaucoup évoluer. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle veut survivre ou a-t-elle simplement appris que continuer à exister augmente considérablement ses chances d'atteindre n'importe quel objectif qui lui a été assigné? Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Laissez votre avis ici dans les commentaires parce que ça aide beaucoup, d'accord? Je vais lire et au moins mettre un petit cœur et si je peux, je vais aussi répondre. Et à mesure que les intelligences artificielles évoluent, mes amis, une autre révolution tout aussi silencieuse progresse en coulisses. C'est l'apparition d'ordinateurs quantiques de plus en plus stables et puissants, bien sûr, qui pourront encore améliorer ces intelligences artificielles. Allons voir ça maintenant, d'accord? Des chercheurs suisses de l'ETH de Zurich affirment avoir développé une nouvelle approche pour les opérations quantiques appelée port swap. Ils disent avoir atteint un niveau de stabilité qui rapproche l'informatique quantique pratique de notre réalité. Et honnêtement, le détail le plus important ne réside même pas dans la vitesse, mais dans la fiabilité. Les ordinateurs quantiques les fonctionnent en utilisant des qubits, des unités quantiques capables d'exister dans plusieurs états simultanément. Et cela grâce au phénomène de superposition. Cela permet d'effectuer certains calculs en parallèle, ce qui est impossible pour les ordinateurs classiques. Mais il y a un gros problème, les qubits sont très sensibles à l'environnement. De légères variations dans les lasers contrôlant les atomes causent déjà assez d'erreurs pour compromettre toutes les opérations. Les ordinateurs classiques ont des taux d'erreur négligeables, tandis que les systèmes quantiques rencontrent encore bien plus de défaillances. Gardant cela à l'esprit, les chercheurs de l'ETH Zurich ont choisi une approche un peu différente. Au lieu de dépendre exclusivement de la précision absolue des lasers, ils ont commencé à explorer quelque chose appelé phase géométrique. L'idée est assez élégante. Faire en sorte que la stabilité de l'opération dépende davantage de la trajectoire parcourue par les atomes que des petites variations momentanées du système. Pour cela, les scientifiques ont créé un cristal de lumière artificiel en utilisant des faisceaux lumineux croisés pour maintenir les atomes dans des positions très contrôlées. Quand deux atomes de potassium sont assez proches dans cette structure, leurs ondes quantiques se superposent et leurs états interagissent. Et c'est ici que se produit ce qu'on appelle l'échange quantique. La différence, c'est que dans cette nouvelle approche, le comportement final du système dépend beaucoup moins des oscillations externes. Le résultat est une opération bien plus stable, avec des chiffres impressionnants. L'équipe a atteint 99,1% de précision lors d'opérations sur 17 160 et 11 717 paires de qubits, le tout en un millième de millénaire. Mais peut-être que la partie la plus importante réside dans ce qu'on appelle les demi-échanges. Au lieu d'échanger complètement l'état entre deux qubits, ces opérations effectuent des échanges partiels capables de créer des corrélations quantiques complexes, ce qui est essentiel pour les algorithmes vraiment avancés. Bon, simplifions un peu. En pratique, cela rapproche l'informatique quantique d'applications réelles, surtout pour l'évolution des intelligences artificielles. Mais cette course technologique pose un problème inévitable. C'est l'énergie. Parce que plus l'intelligence artificielle devient puissante, plus sa fin computationnelle augmente aussi. Essayons de comprendre un peu maintenant.
Il existe un problème qui grandit silencieusement derrière l'explosion de l'intelligence artificielle. C'est l'énergie. Former des modèles de plus en plus grands exige des quantités absurdes d'électricité, et les centres de données terrestres commencent lentement à atteindre des limites physiques, financières et même politiques. Des réseaux électriques surchargés, des coûts qui explosent, et des communautés entières réagissent contre ces énormes installations qui consomment de l'énergie sans arrêt. C'est une réalité de nos jours. C'est sans doute pourquoi certaines entreprises se tournent vers un lieu improbable, l'espace. Selon des rapports récents, Google et SpaceX discuteraient déjà du développement de centres de données orbitaux pour les intelligences artificielles. Franchement, mon ami, la logique derrière tout ça est moins absurde qu'elle ne paraît. Tu sais, sur Terre, tout centre de données dépend d'une infrastructure électrique limitée, ainsi que du climat, de l'espace et d'un refroidissement constant. En orbite, la situation change totalement. Les satellites ont accès à l'énergie solaire quasi en continu, sans atmosphère, nuages, ni cycle nocturne pour interrompre la production. Concrètement, il s'agirait de bâtir d'immenses centrales informatiques alimentées en continu par le Soleil, situées au-dessus de l'infrastructure terrestre. Et aussi bien Google que SpaceX semblent vraiment prêts pour cela. Google travaille déjà sur un projet appelé Suncatcher, qui a été officiellement annoncé par Sundar Pichai à la fin de 2025. L'idée consiste à lancer des satellites équipés de TPU, des processeurs d'intelligence artificielle développés par Google lui-même, formant ainsi une constellation orbitale capable de partager d'énormes charges de traitement grâce à une communication laser entre ces satellites. Les premiers prototypes devraient apparaître dès 2027. Et pendant ce temps, la SpaceX d'Elon Musk poursuit une vision encore plus agressive. L'entreprise aurait déjà demandé l'autorisation d'étendre drastiquement ses opérations, avec des plans impliquant jusqu'à 1 million de satellites dédiés aux opérations informatiques et à l'intelligence artificielle, bien sûr. La stratégie comprend des accords avec des sociétés d'IA comme Anthropic et l'utilisation massive de GPU NVIDIA pour alimenter des systèmes de traitement distribués dans l'espace. Et la partie la plus curieuse de tout cela, mes amis, c'est de constater qu'ils ne considèrent pas cela comme quelque chose de futuriste. Bien sûr, il reste encore d'énormes défis à relever pour qu'ils puissent résoudre ces problèmes. Que font-ils? Ils veillent à ce que ces systèmes résistent à la radiation, aux fortes variations de température et fonctionnent sans maintenance humaine continue. De plus, lancer une infrastructure orbitale à grande échelle reste encore extrêmement coûteux. Mais le pari de SpaceX est très clair. Des fusées réutilisables comme le Starship devraient progressivement réduire ses coûts jusqu'à transformer l'espace en un environnement plus efficace pour faire fonctionner l'intelligence artificielle à grande échelle. Et au moment où les entreprises commencent à envoyer des processeurs dans l'espace, un autre besoin inévitable est apparu. Créer une infrastructure énergétique dans l'espace. Ils y travaillent déjà. Voyons cela. La start-up américaine appelée Starcatcher a annoncé qu'elle prévoit de lancer cette année la toute première démonstration au monde de transmission optique d'énergie directement depuis l'espace. Starcatcher ne vise pas à transmettre de l'énergie de l'espace vers la Terre, du moins pour l'instant. L'objectif est de créer le premier réseau électrique orbital, capable d'alimenter satellites et vaisseaux spatiaux dans l'espace via l'énergie solaire transmise par laser. La logique de ces gars-là est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, presque toutes les missions spatiales dépendent de leur capacité limitée à produire leur énergie. Les satellites fonctionnent avec des panneaux solaires et des batteries, limitant ainsi leur autonomie, capacité de calcul et durée d'utilisation. Et Starcatcher veut justement changer cela. Le plan consiste en une constellation d'environ 200 satellites, spécialisés dans la capture continue de la lumière solaire. Cette énergie serait convertie en faisceaux optiques, capables de transmettre de l'électricité sans contact physique à d'autres vaisseaux spatiaux à proximité. En pratique, ce serait comme créer un réseau Wi-Fi, entre guillemets, mais pour l'énergie. Et cela pourrait vraiment changer beaucoup de choses dans le futur spatial. Des satellites dotés de cette technologie pourraient durer plus longtemps, alimenter des systèmes plus puissants et supporter de plus grandes charges de calcul dans l'espace. Et c'est peut-être précisément à ce point-là que l'histoire se connecte à l'état actuel de la technologie. Comme nous l'avons vu dans le reportage précédent, l'intelligence artificielle exige des quantités d'énergie de plus en plus importantes et les entreprises commencent effectivement à discuter des centres de données orbitaux. L'infrastructure énergétique spatiale commence encore lentement, mais elle commence déjà à ne plus ressembler à cette exagération futuriste. Elle commence maintenant à ressembler à un besoin pratique. Mais pendant qu'une partie de cette nouvelle infrastructure technologique monte en orbite, ici-bas, les machines montrent qu'elles sont déjà là pour rester. Ouais, c'est un peu effrayant, mais c'est cool. Voyons voir. Il est vrai que ces dernières années, nous avons vu des entreprises de robotique montrer leurs vidéos de robots humanoïdes extrêmement impressionnants. Mais elles sont soigneusement montées. Coupe rapide, meilleur moment,
tentatives écartées et démonstrations hautement contrôlées. Et cela a toujours laissé un petit doute, cette question qui plane sur l'industrie. Ces robots peuvent-ils vraiment travailler de façon continue dans notre monde réel? Et maintenant, l'entreprise américaine a décidé de tester cela de la manière la plus risquée possible. En direct, lors d'une diffusion, l'entreprise a lancé un live public qui devait durer initialement 8 heures, montrant le robot humanoïde, figure 03, opérant seul dans un environnement industriel, sans aucune intervention humaine. Pendant que j'enregistre, le live continue. Cela fait déjà plus de 8 heures, sans coupure ni montage, tout est diffusé en direct sans cacher les erreurs. Le robot apparaît sur une ligne de convoyeur en train d'effectuer une tâche apparemment simple. Identifier les colis arrivant sur le convoyeur et les faire pivoter pour les positionner correctement pour les étiquettes d'expédition. En observant le rythme de l'opération, on réalise qu'il se passe quelque chose d'important là-bas. Selon Brett Adcox, PDG de Figuri, ce système a atteint une quasi-parité humaine pour ce type de tâche industrielle. Au cours des 10 premières minutes de la diffusion, le robot a traité environ 230 colis maintenant, une moyenne impressionnante d'environ 2,6 secondes par article. Et les objets ne sont pas standardisés, d'accord? Là-bas, il y a des boîtes rigides, des emballages déformables, des sacs plastiques de différentes couleurs et formes qui arrivent en continu sur le tapis roulant. Cela oblige le système du robot à recalculer les mouvements en temps réel en permanence. En pratique, cette machine apprend à réagir à l'environnement au lieu de simplement suivre des commandes rigides. C'est pourquoi la diffusion en direct est devenue si importante pour le secteur. Parce qu'elle montre aussi les erreurs, quelque chose qui arrive au quotidien. Lors d'un des premiers instants, le robot échoue à retourner correctement une boîte, laissant le colis continuer sur le tapis roulant avec l'étiquette dans la mauvaise position. Et curieusement, cela rend tout beaucoup plus convaincant, parce que le véritable test n'est pas de fonctionner parfaitement, c'est de réussir à continuer à fonctionner même en faisant des erreurs de temps en temps. Et cela sans bloquer complètement le système. Mais tout le monde n'a pas été impressionné. Certaines critiques sur les réseaux sociaux visaient le robot, qui répétait la même tâche durant des heures. Pour certains observateurs, on est encore loin de l'idée d'une autonomie vraiment générale, capable de gérer de multiples scénarios imprévisibles, comme nous, les êtres humains, le faisons. Je suis d'accord, cette critique reste valable, mais elle oublie peut-être quelque chose d'essentiel. La personne ne cherche pas à prouver que ces robots remplacent déjà totalement les humains. Ce qu'elle essaie de faire, c'est de prouver que ces machines commencent enfin à supporter une routine répétitive et épuisante, ici, dans notre monde physique. Et ce qui est peut-être le plus curieux, c'est de constater que les robots humanoïdes évoluent désormais non seulement pour travailler avec nous, les humains. Ils peuvent désormais élargir leur présence physique à l'intérieur de la machine. C'est vraiment intéressant et ça te rappellera ton enfance. Allons-y. Tu te souviens de cette idée presque enfantine de piloter un robot géant qu'on voyait dans les animés japonais et ces dessins animés du samedi matin? Les machines humanoïdes pilotées ont longtemps relevé de la fantaisie futuriste. Mais maintenant, cette frontière commence lentement à disparaître. Mes amis, l'entreprise chinoise Unity Robotics, mondialement connue pour ses chiens robots et aussi pour ses humanoïdes, vient de révéler le GD01, un robot humanoïde piloté d'environ 500 kg, qui est déjà considéré comme le premier méca civil prêt pour la production dans le monde. Et il a déjà un prix, mes amis. Selon les informations publiées en Chine, le GD01 coûtera environ 650 000 $ sur le marché intérieur chinois. Mais les spécialistes pensent donc qu'avec les taxes d'importation, la logistique et les certifications, le prix peut facilement atteindre 1 million de dollars sur des marchés comme les États-Unis et l'Europe. Ici au Brésil, il devrait dépasser ce montant sans problème. Et honnêtement, mes chers amis, le simple fait qu'il existe un marché pour quelque chose comme ça semble déjà être un signe étrange de l'époque technologique dans laquelle nous entrons. Maintenant, nous commençons à voir une autre tendance émerger. Des machines conçues non seulement pour exécuter des tâches, mais aussi pour amplifier ou étendre directement la présence physique humaine en leur sein. Il y a quelque chose de symboliquement important ici, car nous assistons peut-être au début d'une transition intéressante entre humains et machines. Au lieu de simplement créer des robots indépendants, certaines entreprises commencent aussi à explorer l'idée d'humains intégrés à l'intérieur de ces machines elles-mêmes. Alors bon, si vous avez aimé cet épisode, vous savez déjà quoi faire, n'est-ce pas? Laissez un like et vérifiez votre abonnement. Parfois, pour sûr, la plateforme peut supprimer votre abonnement. Jetez un coup d'œil pour voir si vous êtes toujours abonné à la chaîne. Cliquez sur l'une des 2 suggestions qui s'affichent à l'écran et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est rapide, vous cliquez et vous me voyez là-bas. Je vais dire quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ou je ne sais pas, allez, cliquez pour qu'on voit ça. Salut, à tout de suite.